il était évident, par exemple, que Hamas selon les rumeurs, serait une liste d'otages, 34 otages, à voir à quel point ils vont être libérés, à quelle façon. Est-ce que ces 34 otages, leur libération est conditionnée sur le retrait total des forces totales de la bande de Gaza? Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Or Issachar. Or, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département de recherche au sein de l'association des bitronistes, et avec vous nous voulions avoir un peu essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cet accord. Alors les informations sont parfois contradictoires, ce matin elles le sont. Du côté du Hamas, on affirme avoir envoyé une liste des otages, du côté israélien on dit n'avoir pas reçu de liste, ne pas savoir qui est vivant et qui est mort parmi les otages qui devraient être libérés dans la première phase. Où on en est? Est-ce qu'on peut essayer de faire le clair, de comprendre un peu quels sont qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 48 heures pour qu'il y ait un déblocage apparemment, et est-ce qu'on est véritablement vers un accord ou c'est encore une fois des espoirs, un espoir qui risque d'être déçu? Il y a plein de rumeurs mais peu de résultats malheureusement. Et on voit bien que le Hamas utilise de manière très cynique nos otages comme une monnaie d'échange. Alors bien évidemment, ils les ont pris pour une raison, c'est-à-dire les utiliser pour préserver leur propre régime à la bande de Gaza. Et c'est malheureux, mais ça aussi oblige Israël de prendre des risques et des autres étapes qui n'étaient pas prévues auparavant. C'est-à-dire, oui, il était évident, par exemple, que Hamas selon les rumeurs, selon des rapportages, a transféré une liste d'otages, 34 otages, à voir à quel point ils vont être libérés, à quelle façon. Est-ce que ces 34 otages, leur libération est conditionnée sur, par exemple, le retrait total des forces totales de la bande de Gaza? Oui. Alors, bien évidemment, il y a un écart entre ce qu'est l'Israël, et le maximum qu'Israël est pris à donner et le minimum qu'Hamas est pris à recevoir, et à voir à quel point ça va nous mener. Et entre-temps, il y a nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Alors il faut changer de tactique. Depuis novembre 2023, cette tactique, la tactique présente de pression militaire seulement, n'a pas marché. Alors ce qu'il faut, c'est se recalculer, c'est-à-dire pression militaire, oui, absolument, avec la force, mais reconsidérer notre stratégie. Des sanctions sur l'Iran, je l'ai dit depuis décembre de l'année dernière, des étapes sur l'assistance humanitaire. Il n'est pas logique, je vous dis très franchement, qu'on continue de fournir à notre ennemi avec de l'assistance humanitaire pendant une guerre, alors que nos otages sont là-bas. Il y a plein d'étapes qu'on peut prendre, et moi, j'ai l'impression, Daniel, qu'avec l'ascension et l'inauguration de président Trump, ça va être plus facile, j'aurais dit ça. Oui, vous dites qu'en fait, Donald Trump serait plus favorable à la stratégie, ce que l'on appelle, on va dire, le plan des généraux qui visaient à tout simplement couper la bande de Gaza en deux, tout simplement la vider de ses habitants dans le nord et permettre, interdire, on va dire, l'acheminement d'aide humanitaire. Bon, le plan des généraux, il faut se méfier des slogans. C'est-à-dire, nous, au Bitronistes, on a des centaines de généraux. Oui. Et alors, moi, personnellement, je méfie depuis le 7 octobre, surtout, des programmes qui sont uniquement militaires. Et nous, aux Bitronistes, on a publié un plan qui s'appelle les îles humanitaires, les îlots humanitaires, qui, en fait, urge l'échelon politique, l'échelon militaire de passer à l'étape suivante, à la bande de Gaza, c'est-à-dire à transférer la population palestinienne vers des îles humanitaires avec des chapitaires, des temps, où en fait l'assistance humanitaire aurait été prise des mains de Hamas et d'UNRWA et aux mains israéliennes, en fait, avec coopération avec des ONG qui opèrent, sont en train d'opérer à la bande de Gaza aujourd'hui. Mais cette étape va prendre tout le contrôle des mains de Hamas et de l'UNRWA. Et cette étape n'a pas été prise par le gouvernement israélien ni par l'établissement de défense depuis un an.
Alors ça, peut-être, va nous mener vers l'étape suivante, non pas seulement l'évacuation de la population du nord de Gaza. Alors, je voudrais revenir avec vous justement à propos du dossier des otages, sur les déclarations faites au New York Times par Anthony Blinken qui termine son mandat. On a le sentiment que lorsqu'un homme d'État de l'envergure de Blinken termine son mandat, il n'a plus grand-chose à perdre et que quelque part il dit plutôt la vérité. Et les révélations qu'il a faites autour justement des difficultés à conclure un accord sont assez éloquentes. On avait souvent le sentiment, en tout cas lorsque l'on écoute les médias israéliens en général, que c'est Benjamin Netanyahou qui a entravé la conclusion d'un accord. Anthony Blinken vient très clairement et il dit ce n'est pas vrai, Netanyahou n'a pas entravé la conclusion d'un accord, c'est le Hamas qui a toujours fait grimper les enchères. Absolument, et normalement, vous savez, il est très souvent qu'on va droit dans l'idée web quand il concerne des fausses informations, et donc c'est pas nouveau. Moi, je n'ai jamais eu l'impression, en fait, que le gouvernement israélien fait exprès de retenir les otages à la bande de Gaza. C'était jamais assez convaincant pour moi. Mais aussi, on a attendu parler des déclarations de la part des officiers, des hauts responsables américains, et depuis des mois, si c'était Jacob Sullivan ou Anthony Blinken ou d'autres hauts responsables qui ont dit clairement que c'est le Hamas qui n'est pas intéressé à les libérer. Je dis plus au-delà de ça, en fait, c'est logique. Hamas, il s'agit d'un groupe terroriste qui retient des otages pour survivre en fait. Il est bien différent de la situation, ce qui se passait à la suite de guerre Yom Kippour avec l'Égypte et la Syrie. C'est-à-dire, eux, ils ont été des États qui ont pris des otages israéliens, des soldats, avec le but de les échanger en échange de quelque chose. Étant vu qu'ils vont rester au pouvoir. Le Hamas, sans les otages, il ne reste pas au pouvoir. Alors, ça, c'est j'aurais dit, un phénomène bizarre que notre côté, oui. Comment justement vous expliquez, le fait qu'on ait toujours eu le sentiment, ces derniers mois en particulier en Israël, que c'était Netanyahou? Est-ce que vous pensez qu'on a essayé de mener une campagne de la part des opposants au Premier ministre, une campagne délibérée visant à utiliser cet argument pour essayer de le destituer aussi? Bon, alors moi je toujours me fie d'entrer dans le champ politique. Il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Mais écoutez, pour moi, j'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire accuser l'échelon politique, accuser le gouvernement israélien de ne pas proactivement vouloir de libérer les otages, ou bien faire exprès de ne pas le libérer. Pour moi, c'est pas logique. Moi, je regarde la situation, je regarde le fait même que le groupe terroriste les a kidnappés, leur a pris comme otage pour un certain objectif. Mais au-delà de ça, j'aurais dit que le gouvernement israélien peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et moi, je suis un peu plus, j'aurais dit entre guillemets conservatif ou hawkish que les étapes prises par Israël aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, effectuer l'assistance humanitaire, oui, faire pression sur l'Iran. Ce sont des étapes, oui, même placer des points d'interrogation sur les relations avec l'Égypte, étant vu qu'ils ont des leviers sur le Hamas. Oui. Et la population gazaoui elle-même. Tout cela n'a pas été pris, j'ai l'impression, à cause de la pression américaine. Alors, je voudrais qu'on aille ensemble vers le nord parce qu'on reparle du nord, on approche de la fin des 60 jours du premier délai du cessez-le-feu. Et on constate que finalement, apparemment, l'armée libanaise a des difficultés à se déployer au sud Liban et qu'Israël risque de devoir probablement rester plus longtemps que c'était prévu au sud Liban, que Israël exige aujourd'hui du Hezbollah de se retirer au-dessus du fleuve Litani. Où on en est dans ce dossier? Est-ce que
on va dire, les habitants du Nord, hein. Hier, le ministre des Finances a dit qu'il pouvait rentrer à partir du 1er mars. Est-ce que les habitants du Nord font bien de rester encore prudents et d'attendre de voir comment les choses vont se décanter? Oui, visiblement, la situation est bien lointaine d'être résolue. Écoutez, Daniel, on est en train de se trouver dans une cessez-le-feu sans cessez-le-feu. Hein. Alors, bien évidemment, il y a toujours des roquettes, des missiles, des drones offensifs qui sont tirés sur le Nord. On voit bien que Israël, en fait, bien différent de ce qui se passait dans le passé, Israël, en fait, empêche d'une façon proactive ce qui se passe au Liban, c'est-à-dire une violation du cessez-le-feu et n'est pas seulement considérée comme le lancement de roquettes vers Israël, mais l'intention de le faire. L'intention de le faire, le transfert des armes d'un point à l'autre. Et donc, ça encourage, c'est encourageant en fait de voir l'établissement de sécurité, Tsahal, l'échelon politique, réagissent d'une telle manière. Mais vous avez raison, l'objectif final, c'est de décroiser absolument totalement l'organisation qui s'appelle le Hezbollah, mais aussi de renvoyer chez eux les résidents du Nord. Et en ce moment, j'ai l'impression encore une fois que ces 60 jours sont destinés comme, j'aurais dit, une ligne de faire, comment dire, de faire preuve qu'Israël est sérieux. Et donc, avec l'inauguration du président Trump, j'ai l'impression qu'Israël serait beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre de prendre des étapes beaucoup plus audacieuses, même plus audacieuses que ce qu'on passait au cours des mois de septembre-octobre, et avec absolument le bombardement de milliers de cibles, l'assassinat de Nasrallah et tout le rang des responsables de Hezbollah, l'incursion terrestre dans le sud du Liban, les opérations de Viper et Walkie-Talkie, tout ça a absolument démoli la structure de Hezbollah, mais à voir, c'est-à-dire la résolution totale ne serait jamais, la résolution totale c'est lointain, mais la résolution de la situation au Liban n'est pas limitée à des étapes militaires seulement. C'est-à-dire, on serait obligé de faire preuve de la désiranisation du Liban avec des élections au Parlement, le rejet total de l'Iran et de Hezbollah par le public libanais, et à voir, mais à mon avis, après le 20 janvier, on va voir des surprises. Eh bien, Or Issachar, après le 20 janvier, on aura certainement l'occasion de se parler pour essayer de mieux comprendre, en fait, effectivement, si l'arrivée de Donald Trump bouleverse totalement la donne sur le plan sécuritaire au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient. Merci beaucoup, Or, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup.